Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve pour mon bilan / haul du mois de décembre 2023. Cette fois encore, je vais rassembler du coup le haul et le bilan parce que je pense que c'est faisable en une vidéo qui ne sera normalement pas si longue que ça. Petit disclaimer avant qu'on commence, j'ai lu beaucoup, j'ai réussi à lire 26 livres je crois au mois de décembre, ce qui est énormous. Non attendez, pas 26, 16, mais c'est déjà énormous quand on sait que j'étais éclataxe de fatigue parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le commerce au mois de décembre c'est un petit peu chargé. C'est-à-dire que je rentrais tous les soirs, j'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes, je sentais mes pieds qui pulsaient, tu vois, ils me disaient qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Comme s'ils avaient leur propre battement de cœur. Ça fait même pas 2 minutes que la vidéo a commencé, je suis déjà en train de vous parler de mes pieds, on se reconcentre. Tout ça pour dire que ça a été un mois extrêmement compliqué et que je suis contente d'avoir réussi à me ménager le temps de lire parce que clairement c'est ça qui m'a fait tenir. Je disais donc que j'ai lu 16 livres, mais là où on sent que j'avais besoin d'exorciser et que j'avais besoin de me faire plaisir, c'est que j'ai peut-être lu 16 livres, certes, mais j'en ai acheté 14. Les calculs ne sont pas très bons, Kevin, on est bien d'accord, mais je sais pas ce qui m'a pris. Franchement, j'ai aucune justification, si ce n'est que ça me faisait du bien. Et sur le coup, j'avais besoin de me sentir bien. Voilà, donc j'ai clairement craqué mon slip. Je pense que ça ne se reproduira pas. Enfin, je sais que ça ne se reproduira pas parce que je n'ai pas les moyens de reproduire ça tous les mois, à mon grand déplaisir. Après, il y a pas mal de livres que j'ai achetés ce mois-ci, que j'ai lus dans la foulée. Donc bon, au niveau de ma palle, franchement, on s'en sort plutôt bien. C'est plutôt au niveau compte en banque que là, c'est un petit peu compliqué. M'embête ce cheveu là qui est collé à mes lèvres. Donc sans plus tarder, parce que même si j'ai moins de livres que d'habitude à vous présenter, je pense que ça va durer un petit peu longtemps, je vais vous parler de tout ça, avec bien sûr les petites catégories habituelles. Tout d'abord les livres que j'ai lus ce mois-ci, que je vous avais déjà présentés, donc qui étaient dans ma pile à lire. Puis les livres que j'ai reçus en service de presse et que j'ai lus. Nous enchaînerons avec les livres que j'ai achetés et lus dans la foulée. Puis avec les livres que j'ai achetés mais pas encore lus. Et pour finir, ce sera les services de presse que j'ai reçus et pas encore lus, ou les cadeaux qu'on m'a fait, enfin vous verrez, il y a un petit peu de tout. Voilà, la psychorigide des catégories a fini ses annonces, on peut commencer à parler bouquins. J'ai commencé le mois de décembre en lisant Tilly in Technicolor de Mazey Eddings, qui est un livre en VO. Je vous en ai parlé dans mon bilan 2023 parce que ça a été un énorme coup de cœur. Du coup, je vais pas trop m'apesantir dessus parce que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans mon bilan. Je vous mettrai la vidéo du coup par ici et dans la barre de description si ça vous intéresse. Mais sachez que c'est une histoire extrêmement chou, adorable, toute mignonne. C'est l'histoire de Tilly qui s'est toujours sentie en marge, qui le temps d'un été va aller en Europe pour accompagner sa sœur dans une tournée un peu promotionnelle pour la marque de sa sœur. Lors de ce petit voyage, elle va rencontrer Oliver qui est son exact opposé et en fait malgré leurs différences ou peut-être à cause de leurs différences, c'est joliment pensé Marie, eh bien ils vont se rapprocher et c'est une très belle histoire d'amour, mais pas que, ça parle aussi d'acceptation de soi, ça parle de troubles, notamment de troubles autistiques, ça parle de famille, d'amitié, de rêve et de détermination. Franchement c'est un roman incroyable. Nous n'avons toujours pas de nouvelles s'il sera traduit ou non, donc moi je continue à croiser les doigts pour vous, enfin pour ceux qui ne lisent pas en anglais en tout cas. Mais si vous lisez en anglais, franchement n'hésitez pas, foncez, c'est une pépite. Ça a tellement été une pépite que mémoriser le nom de Mazey Eddings, parce que j'ai craqué et j'ai acheté un autre de ses livres en anglais que je vous présenterai du coup dans mes achats. Après ça, j'ai lu Clytemnestre. J'y arrive toujours pas. Celui-ci, je sais que je vous en ai parlé dans un précédent bilan, probablement dans un haul d'ailleurs, parce que c'était un service de presse reçu de la part des éditions J.C. Lattès et je ne sais toujours pas prononcer le nom de cette héroïne, alors que wow, l'héroïne elle est badass de ouf. C'est un récit inspiré de la mythologie grecque, c'est une réécriture, non, pas du tout. En fait, c'est l'histoire du personnage de Cli-Cli, donc. Cli-Cli qui a eu une vie, mais merdique, mais vraiment de A à Z, c'était la loose. Et dès que tu penses que ça va un peu mieux, bim, ça va pas mieux. Il se passe un truc dans sa vie qui fait qu'elle réatterrit au fond du gouffre. C'était extrêmement éprouvant, même en connaissant déjà l'histoire, parce que c'est quand même un personnage assez emblématique de la mythologie grecque. Même en connaissant son histoire, franchement, moi j'étais en mode oh chaud là quand même. Hein. Mais il n'empêche que c'était très bien écrit, c'était très original aussi dans la manière d'aborder le personnage et ses relations avec tous les autres personnages de la mythologie grecque qu'elle côtoie. Donc moi qui aime beaucoup ces ambiances mythologie grecque, je l'ai trouvé très bien fait. C'est de la littérature adulte, parce que bien évidemment, mythologie grecque, il y a des scènes vraiment pas sympa, mais vraiment c'était une très belle découverte et je ne regrette pas d'avoir lu ce livre qui vient compléter ma collection de romans que j'ai lus sur la mythologie grecque. Je pense que j'ai dit 14 000 fois mythologie grecque, on enchaîne. En numérique sur ma liseuse, que je devrais peut-être vous retrouver, mais encore une fois je ne sais pas où je l'ai mise, je pense que si un jour je la perds, faudra pas s'étonner. J'ai le chic pour la mettre
à un endroit en me disant faudra bien que je me rappelle que je l'ai mis là et en fait je me rappelle pas, ou alors des fois elle est dans mon sac parce que je suis partie en week-end avec, enfin bref c'est n'importe quoi. Tout ça pour dire que sur ma liseuse j'ai lu le 4e et dernier tome de Rebel University et c'était vraiment très très chouette. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré de la saga parce que j'ai trouvé qu'il était très lent à se mettre en place et que contrairement aux autres tomes, la relation était moins sur le devant de la scène. C'est assez paradoxal dit comme ça parce que ça reste une romance, c'est une très belle romance, mais j'ai trouvé qu'on mettait beaucoup l'accent sur justement le côté carrière qui se mettait en place, qu'est-ce qu'ils allaient devenir les personnages après la fin de la saga parce que c'est le dernier tome, et ça se faisait un petit peu au détriment de la construction de la relation, pas au détriment de la construction des personnages séparément, mais enfin bon, bref, voilà, je sais pas pourquoi j'essaie d'analyser comme ça là, suranalyser même. En tout cas c'est pas mon préféré de la saga comme je le disais, mais il est très très original, il est très très chou, vraiment bourré de beaux messages et de positivité comme les autres, et il vient magnifiquement clôturer cette saga que j'ai beaucoup aimé. En plus à la fin on a du coup un petit aperçu de ce que deviennent les personnages des années après, et ça j'aime trop quand les auteurs ils font ça parce que tu te dis oh non mais je vais les quitter alors qu'ils ont encore tellement de choses à vivre, et du coup avoir un petit flash, pas un flashback du coup, un flash forward une petite avancée dans le temps, un petit aperçu de ce qu'ils deviennent, ça me fait tellement trop plaisir à chaque fois. Et parfois t'es un peu déçu de lire ce qu'ils deviennent parce que c'est pas tout à fait ce que tu t'imaginais, mais là c'était juste parfait parce qu'on retrouvait totalement l'ambiance de la saga, ce qui faisait les personnages qu'on avait tant appréciés dans les premiers tomes. Bref, c'est un final parfait pour une saga vraiment très chouette. Ensuite j'ai lu Murtag, qui est donc le dernier tome de la saga Eragon. Il est sorti là il y a 2 mois genre. Ça se passe après Eragon et on suit bien évidemment le personnage de Murtag. Si vous avez lu la saga, vous savez que Murtag, chaud de night quand même, hein. On sait pas trop ce qui lui arrive après, on sait pas trop ce qui lui est arrivé d'ailleurs pendant la saga Eragon, on sait juste que ça puait du... Voilà. Et là, du coup, on a vraiment la possibilité d'explorer à fond ce personnage. D'abord, on en apprend beaucoup plus sur lui et sur ce qui lui est arrivé. C'est hyper intéressant. Et là, du coup, on est lancé sur une nouvelle intrigue. Grosso modo, il y a une espèce de menace sombre qui refait surface et Murtag décide d'enquêter. Je vous le simplifie vraiment à l'extrême, mais en gros, c'est ça. Et si j'ai adoré en apprendre plus sur le personnage de Murtag et sur sa relation du coup avec Thorn, son dragon, etc. Et puis avoir un peu cet aperçu du monde après la saga Eragon, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop lent. C'était pas quelque chose qui m'avait dérangé dans la saga Eragon alors que c'était déjà présent parce que je pense que comme on apprenait à connaître Eragon, à connaître son monde, et puis il y avait quand même un enjeu derrière qui était assez haut, tu vois, ça ne m'avait pas dérangé que ça prenne le temps de se mettre en place et surtout qu'il y ait des longueurs de ouf en mode les dialogues et les introspections et les blablabli et les blablablou, alors que là j'en pouvais plus. Il se passe des trucs, hein, il y a des points d'action, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je sais pas, peut-être que j'ai eu du mal à me replonger dans une intrigue qui m'a semblé assez similaire en fait à ce qu'on avait déjà eu dans les premiers. Pas forcément les mêmes enjeux et pas forcément le même contexte autour, mais au final on se retrouve avec un mec un peu perdu et son dragon qui vont affronter un grand méchant, et on sait pas trop qui est le méchant là, mais au final j'ai trouvé que c'était assez similaire et j'ai trouvé ça dommage qu'on reparte sur quelque chose d'assez similaire. Bon, je pense que vous avez compris que j'ai trouvé ça trop similaire, mais en fait c'est même pas que j'ai trouvé ça similaire maintenant que j'y réfléchis. Je saurais pas vous dire quoi, mais il m'a manqué quelque chose et vraiment les longueurs c'était non. J'irai pas jusqu'à dire que je suis déçue de cette lecture parce que, encore une fois, j'ai beaucoup aimé le personnage et ça m'a fait vraiment du bien de replonger quand même dans l'univers, mais je sais pas, je m'attendais pas tout à fait à ça. Je serais curieuse de voir la suite quand même, je vous avoue que quand elle sortira, je pense pas que je vais l'acheter direct et sauter dessus pour la lire. Parce que maintenant j'ai cette petite appréhension d'être un peu, déçue mine de rien, et voilà, je sais pas ce que ça va donner, en tout cas... Voilà, non, j'ai pas de conclusion non plus. Je vous avais dit que ça m'arrivait régulièrement, hein, commencer une phrase, ne pas la finir. Je n'ai pas de conclusion, voilà, j'ai lu Murtag. C'était sympa, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu Ce don perfide de Émilie Tiède, je ne sais pas. Je vous en ai parlé, je crois, le mois dernier, puisque j'ai reçu un service de presse au travail. Non, je vous en ai parlé dans les sorties qui me tentaient, je crois. Enfin, peu importe, je crois que je vous en ai parlé à un moment. Si ce n'est pas le cas, je vous refais un petit résumé. Sachez que c'est un roman qui sort aux éditions Rajo courant janvier. Normalement, quand sort cette vidéo, il sera déjà disponible en librairie. C'est un livre qui a un très beau jaspage. Et c'est un livre, mais je suis sûre de vous en avoir parlé parce que je crois que j'avais déjà bugué sur le fait que la meuf s'appelle Alessa, la protagoniste s'appelle Alessa, et on dit qu'elle est la Finestra. Je me souviens que j'avais fait un parallèle en mode ok, donc la meuf est une fenêtre. Ok, ça vous dit rien? Parce que moi si, je me souviens même m'être dit non mais ils vont croire que tu te la pètes à penser que tu es bilingue italien alors que pas du tout.
Je sais plus. Bref, en tout cas, ce roman, c'est l'histoire de Alessa qui est effectivement la Finestra, c'est-à-dire qu'elle est investie d'un pouvoir divin qui est censé lui permettre de sauver l'île sur laquelle elle habite avec tous les habitants. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que de manière assez cyclique, les grands méchants dieux, bon, je veux le dire simplement comme ça, envoient des méchants démons pour tuer tout le monde. Un peu comme une apocalypse, mais qui se fait de manière assez cyclique. Et à chaque fois, il y a la Finestra qui intervient pour repousser tous les démons. Une fois que la Finestra a repoussé les démons, elle continue sa petite vie normale et du coup, elle a une successrice, quelqu'un qui lui succède, qui à son tour est investi du pouvoir des dieux et qui, du coup, aura la charge de repousser les démons lors de la prochaine mini-apocalypse. Enfin, vous voyez, c'est ça que je voulais dire quand je disais que c'était cyclique. Sauf que pour repousser les démons, la Finestra a besoin d'un partenaire parce qu'en fait, elle peut sublimer, elle peut augmenter les dons des gens, mais elle n'a pas vraiment de dons propre à elle-même. C'est pour ça qu'elle doit trouver un compagnon qui a un nom précis mais je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Elle doit donc trouver un compagnon et ensemble ils vont... Tu vois. Le petit problème c'est que Alessa a des soucis pour maîtriser son don et qu'en fait elle, au lieu de magnifier le pouvoir des gens, elle les bute. Ce qui est quand même un petit peu embêtant, surtout que là l'apocalypse approche à grands pas et que du coup elle est toujours pas capable de sauver son île et tous les gens qui y habitent. Donc elle commence à se dire ok, super, qu'est-ce que je vais faire? D'autant plus que du coup comme elle n'arrive pas à cacher le fait qu'elle n'arrive pas à garder un compagnon, l'île commence à douter un peu d'elle et il y a des tentatives d'assassinat à l'encontre de sa petite personne, ce qui est un blasphème mais qui surtout la met en danger, tout simplement. Elle décide donc d'engager un garde du corps qui s'appelle Dante et voilà, c'est une petite romance presque enemies to lover, mais surtout bodyguards to lover. Je sais pas si c'est vraiment une trope, mais en tout cas, il y a le côté garde du corps qui est très important dans leur relation. Il y a des secrets, des révélations, pas mal de retournements de situation, franchement j'ai trouvé ça hyper bien fait. L'univers est original, je pense qu'il aurait gagné à être un petit peu plus creusé, mais c'était une très très chouette lecture. Vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est pas la lecture de l'année pour moi, mais c'est une fantaisie qui fait le taf avec tout ce qu'il faut, où il faut et quand il faut. Voilà, je conclurai là-dessus. On passe à la catégorie des livres que j'ai reçus ce mois-ci et que j'ai lus ce mois-ci du coup. Enfin celui-ci je suis pas sûre à 100%, c'est un service de presse que j'ai récupéré au travail. Il s'agit du roman Les Sœurs Weekwood de Ludivine Irola qui sort le 7 février en librairie. Celui-ci je suis sûre aussi que je vous en ai parlé dans ma vidéo où je parle des prochaines sorties qui me tentent trop. Rappelez-vous, c'est l'histoire de Medora et Allegra Weekwood qui sont des sœurs un peu particulières puisque l'une d'entre elles est un fantôme. Et surtout, elles sont les dernières héritières de la famille Weekwood, qui était une famille de sorciers au service du roi. Sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais la famille est totalement tombée en disgrâce, et de toute manière, elles sont les dernières héritières, puisqu'il s'est passé un truc horrible qui a décimé toute la famille. C'est très mystérieux ce qui s'est passé, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, au moment où commence l'histoire, elles sont appelées par le roi actuel, qui a besoin d'elles pour déchiffrer une sorte de prophétie. Elles vont donc se lancer dans une quête assez périlleuse, accompagnées par des compagnons de voyage assez improbables, mais qui vont bien évidemment trouver leur place dans leur petit groupe. Et en fait, au fil des pages et au fil des révélations et des découvertes qu'elles font, elles vont surtout en apprendre beaucoup plus sur elles-mêmes, sur l'histoire de leur famille, sur ce qu'elles sont en réalité. C'est bourré de rebondissements. Attention, c'est une écriture assez particulière que j'ai trouvée très envoûtante parce que ça contribue vraiment à l'ambiance du récit. Un peu sombre, un peu pesant, un peu, vous voyez, tout magie noire, etc. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un roman assez dense. Paradoxalement, même s'il n'est pas très gros, il se passe beaucoup de choses et c'est très traîné en longueur, c'est très détaillé, c'est très alambiqué la manière dont c'est présenté presque. L'autrice a cette manière de construire l'intrigue qui fait que tu es happé et en même temps, moi j'ai pas pu m'empêcher de voir un peu des longueurs et des moments où l'ambiance était bien travaillée mais où du coup l'intrigue ralentissait un petit peu. En tout cas, c'est extrêmement original, c'est très bien mené et c'est sûr que ça déphase. Non, ça dépayse. En tout cas, t'es happé par le roman, t'as plus l'impression d'être sur Terre, tu es dans leur monde et tu as peur des spectres et des créatures surnaturelles qui viennent les chasser. Là, j'ai les preuves non corrigées comme je vous le disais, mais je crois, alors ça vaut ce que ça vaut, mais je crois avoir vu que le roman sort aussi dans une édition un peu collector avec un jaspage ou en tout cas une couverture en toc-toc. Donc, à voir, mais en tout cas, je vous conseille ce roman si vous aimez un peu les ambiances à la Supernatural. Alors, pas aussi bourré d'action que Supernatural, mais pour le côté un peu pesant, un peu sombre. Je vous dis ça parce que je suis en train de re-regarder la série Supernatural et j'avais oublié à quel point les premiers épisodes, surtout dans la première saison, ils font peur sa mère.
Ils sont hyper oppressants, genre entre la musique, la manière dont c'est hyper sombre et les histoires un peu gore qui s'y passent, j'avais oublié à quel point ça me... Heureusement il y a Dean pour me rassurer un peu. Bon, c'est pas le sujet Marie, concentre-toi. Tout ça pour dire que c'était une belle découverte et que je vous conseille de foncer sur ce livre quand il sortira, ne serait-ce que pour soutenir l'autrice, mais aussi pour découvrir cette très originale histoire. En décembre, j'ai aussi reçu le précieux, le magnifique, le sublime Dark Shores. Bon, celui-ci, je vous en ai parlé parce que j'ai fait une vidéo spécialement dessus tellement ça a été un gros coup de cœur. Je vous remettrai bien évidemment le lien pour accéder à la vidéo par là-haut et dans la barre de description. Et du coup, je vais pas trop m'étaler, mais sachez juste que ça a été un énorme coup de cœur. C'est l'histoire d'un monde divisé entre deux continents qui ignorent l'existence l'un de l'autre. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est prise au milieu de tout ça et qui, suite à une maladresse, on va dire, se retrouve obligée de rompre le plus sacré de tous les serments et d'amener les deux mondes à se rencontrer. C'est aussi l'histoire d'un commandant de la Légion qui a une réputation horrible mais qui au fond ne cherche qu'une chose, c'est de s'émanciper. C'est l'histoire de deux personnages que tout oppose mais qui vont être obligés de collaborer et qui vont se découvrir et s'apprivoiser et s'apprécier et c'est incroyable. Vraiment pépite, vous savez mon amour pour cette autrice de manière générale, mais alors là, celui-ci est incroyable aussi, presque autant que Le Pont des Tempêtes. Celui-ci, contrairement au Pont des Tempêtes, justement, c'est du young adulte, donc foncez, il n'y a pas de smut, il n'y a pas de scène trop gore encore qu'il y a des moments, c'est quand même pas... c'est quand même pas léger, mais l'univers est riche, les personnages sont incroyables, vraiment tout est parfait. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo spécialement sur ce livre si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Dernier service de presse reçu au mois de décembre, il s'agit bien évidemment du précieux Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. C'est le tome 2 de la série Seasons. Seasons, t'as cru t'étais qui? Saison. Et j'en profite pour vous dire que, puisque j'ai reçu celui-ci en service de presse, je me suis procuré le premier tome dans sa belle version définitive, parce que moi j'avais une vieille ENC toute moche là, avec la couverture blanche, j'étais pas contente, je voulais que ça matche dans ma bibliothèque. Donc, service de presse reçu de la part des éditions Hugo, et achat, parce que je suis faible. Et du coup j'ai lu les deux, je les ai même enchaînés. Les deux sont vraiment chouettes, j'ai beaucoup aimé, par contre ils sont extrêmement différents. Celui-ci on est sur une ambiance Dark Academia, on est en Écosse, il y a une histoire de meurtre et de personnes qui seraient apparemment accusées à tort. Et Camélia, qui est avocate, décide de se mêler à tout ça parce que la personne qui a été assassinée est son ancien bourreau qui l'a harcelée quand elle était à l'école. Et celui qui est accusé de son meurtre, c'est Lou. Et Lou a une histoire un peu compliquée avec Camélia et elle se dit que c'est l'occasion de se venger. Sauf que bien évidemment, tout est plus compliqué que ça. Il y a un côté enquête, il y a un côté surtout très jeu... J'allais dire jeu mentaux, mais c'est pas ça l'expression. En gros, l'autrice joue un petit peu avec nous, elle te dit « Ah, regarde, c'est lui le coupable. Ah non, peut-être que c'est lui. Oh là là, mais attends, il y a une preuve contre lui. Eh, mais attends, tu te souviens de machin qui était derrière ?» C'est ça tout le long du livre. J'étais en mode « Oh !» Il y a des révélations à gogo, des secrets, la romance est incroyable. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Après, je pense que ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé ce roman aussi, c'est que j'avais vu un peu de tout au niveau des avis. J'avais vu soit des gens qui le surkiffaient à mort, soit d'autres qui au contraire avaient vu trop d'avis de gens qui le surkiffaient et qui du coup étaient un peu déçus parce qu'ils se disaient « Ok, mais c'est pas vraiment une enquête, enfin c'est pas une enquête dans le sens policier ou thriller ou quoi que ce soit, alors que c'est ce qu'on leur avait un peu promis. » Et moi du coup, comme j'avais plus ces avis-là en tête, et j'y suis allée en mode « Ok, on verra et tout. » Et puis moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai pas l'habitude de lire des enquêtes et des thrillers. Donc là, même s'il y a des choses qui m'ont paru un peu grosses, j'ai trouvé que c'était très efficace, très bien écrit, j'ai adoré les personnages, vraiment j'ai adoré. Et tout à fait pareil pour celui-ci qui est donc le tome 2 et qui se concentre sur une amie de Camélia qui était donc l'héroïne du tome 1. Par contre celui-ci est radicalement différent, là pas d'enquête, pas de retournement de situation, enfin si, des retournements de situation, mais pas l'autrice elle joue pas avec ton cerveau et avec ton cœur. Enfin si, elle joue avec ton cœur d'ailleurs aussi, mais... Bref, vous avez compris, c'est une romance beaucoup plus classique, mais ça ne l'empêche pas d'être extrêmement efficace. Les personnages sont ouf, l'ambiance de patinage artistique est incroyable aussi. Et en réalité, si, il y a des retournements de situation, il y a des petites révélations et des moments où tu te fais « Mais non !» Genre vraiment j'étais comme ça. Pour vous faire le résumé très rapide, c'est l'histoire de Lily qui est passionnée de patinage artistique et qui s'est fixé comme objectif de décrocher la médaille d'or aux mondiaux. Avant l'âge de 23 ans, je crois, quelque chose comme ça, elle se retrouve à devoir collaborer avec Orion qui lui est un grand patineur artistique. Il est d'ailleurs l'idole de Lily, elle l'a toujours admiré et elle tend à suivre la même carrière que lui. Sauf qu'en fait quand ils se rencontrent, ils sont tous les deux à des moments de leur vie qui sont pas hyper chouettes et du coup leur première rencontre et après le début de leur collaboration va hyper mal se passer. Il y a d'autres choses qui viennent se mêler à tout ça qui font que voilà, c'est pas une collaboration et un partenariat très facile, mais au fil des pages bien évidemment, ils apprennent à se connaître et à s'apprivoiser et c'est une super belle histoire. J'en ai pas lu énormément des romans de Morgane Moncomble, mais je crois que ceux-là sont vraiment mes préférés parce que il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est la romance oui, mais il y a tellement d'autres sujets qui sont abordés et j'aime beaucoup son style d'écriture et enfin vraiment j'ai kiffé. Voilà, je vais conclure là-dessus, j'ai kiffé. Je suis contente aussi parce que ça c'était mon premier service de presse de la part des éditions Hugo et je sais pas, voilà, ça fait un petit quelque chose. Ah, en plus je vous ai pas montré mais je l'ai reçu avec
une jolie carte qui représente du coup Orion et Lily. Et en plus, je l'ai reçu dédicacé. Trop contente. Et enfin, le dernier livre reçu en décembre est déjà lu. Il s'agit d'un cadeau de la part de Kevin Mae. Il y a Kevin Nana et il y a Kevin Mae. Donc Mae, c'est bien évidemment les lectures de Dobby. Je vous mettrai aussi le lien vers ses réseaux sociaux dans la barre de description. Et en fait, avec Nana et Mae, on a eu une fin d'année un peu compliquée. Et sans se concerter, en fait, on s'est fait des cadeaux à peu près au même temps. Genre là, par exemple, moi, j'ai envoyé un livre à Mae et quelques jours après, elle m'a envoyé un livre. Mais c'était pas genre un échange ou quoi que ce soit. C'est juste, on s'est dit, tiens, je vais lui faire plaisir, je vais lui envoyer un cadeau. Et du coup, Mae m'a envoyé Collide de Balcabra, qui est le premier tome de la saga of the Ice. Alors, vous vous doutez pourquoi elle l'a choisi, il était dans ma wishlist, mais tout simplement, c'est une romance universitaire avec des joueurs de hockey. Enfin, avec un joueur de hockey en l'occurrence, enfin, il y a l'équipe quand même, mais on se concentre surtout sur celui-ci, qui s'appelle Aiden, et qui, ma foi, n'est pas désagréable comme personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Grosso modo, c'est l'histoire de Summer et de Aiden qui, a priori, n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre puisque Summer déteste les sportifs et en particulier les joueurs de hockey. Il y a un petit traumatisme au niveau familial là-dessus. Sauf que là, pour réaliser sa thèse et être prise dans le programme qu'elle veut absolument obtenir, eh bien, elle doit mener une enquête. Non, pas une enquête, comment on appelle ça? Une étude, voilà, c'est mieux quand même. Une étude sur les joueurs de hockey. Et du coup, c'est Aiden qui est désigné pour lui servir de cobaye parce que, je vous passe les détails là aussi, mais en gros, il y a une soirée qui a un peu dégénéré et les joueurs de hockey sont accusés, et à raison d'ailleurs, hein, et au lieu que toute l'équipe soit punie, Aiden dit que c'est de sa faute, puisque c'est le capitaine, pour porter un petit peu le poids du monde sur ses épaules, parce qu'il est comme ça, Aiden. Bref, en tout cas, pareil, au début ça se passe hyper mal, et puis au fil du temps qu'ils vont passer ensemble, ça va révéler des sentiments. C'est hyper prévisible, évidemment, je fais même pas semblant de vous cacher comment ça va se finir, mais je l'ai trouvé hyper chou. J'ai bien aimé le fait qu'il n'y avait pas de drama inutile entre eux, enfin, je me comprends. Vous savez, souvent dans les romances, aux trois quarts, il se passe un truc qui fait qu'ils s'engueulent, ils se séparent, ou alors il y a un malentendu, il y a un manque de communication ou quoi, et du coup tout part en cacahuète avant que bien évidemment ils se remettent ensemble pour la fin. Bah là, il n'y avait pas de drama qui n'était pas nécessaire. J'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai beaucoup aimé les personnages, et évidemment il y a beaucoup trop de smut, mais ça c'était prévisible. Ça n'a pas suffi à me freiner dans ma lecture, donc franchement, excellente découverte, et du coup je vais suivre cette autrice pour voir si elle continue la saga, et sur qui elle va continuer la saga, parce que bien évidemment, on voit les amis de Summer et on voit les amis d'Aiden, et donc à voir sur qui va se concentrer la suite de la saga. Encore merci mon Kevin pour cette lecture, c'était trop cool. Et puisqu'on parle de cadeaux faits par mes Kevin, à peu près au même moment, Nana m'a aussi envoyé un cadeau, mais vraiment je vous jure c'était tellement gentil. Franchement, dans votre vie, je vous souhaite d'avoir des gens aussi adorables que Nana et Mae, parce que ça suffit à illuminer vos journées et... Voilà, c'est trop gentil. Petite preuve d'attention, montrer qu'elle pense à toi. Enfin bref, je vais pas m'étendre pendant 4 piges. Voilà, je les kiffe. Et du coup, Kevin Nana m'a envoyé The Dead Romantics, qui est un livre qui me tentait beaucoup trop. J'ai pas précisé, il est en VO, mais celui d'avant était aussi en VO. Hein. Ils ont pas été traduits à ce jour, et celui-ci me tentait beaucoup trop, alors que le pitch est juste what the fuck. Grosso modo, c'est l'histoire de Florence qui est une... alors eux ils disent ghostwriter, mais comment on dit ça? C'est une prête-plume. En gros, elle écrit des romans pour une autrice, enfin elle l'aide à l'écriture des romans, je ne sais pas trop. Le petit problème, c'est qu'elle est censée écrire du coup pour une autrice de romance, sauf que elle, depuis une très mauvaise rupture, elle ne croit plus du tout en l'amour. En plus de ça, son nouvel éditeur refuse de lui accorder un délit supplémentaire, du coup elle est prête à dire au revoir à sa carrière. Et là où ça commence à devenir what the fuck, c'est que on nous dit qu'elle rentre chez elle, elle va trouver un fantôme sur le pas de sa porte, un fantôme qui n'est autre que le fantôme de son éditeur, qui se trouve être très sexy, mais surtout du coup très mort. Et alors franchement, je sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est marqué que y a une étincelle qui naît entre eux et Florence n'arrête pas de se dire qu'elle peut pas tomber amoureuse d'un fantôme, même s'il est très sexy. Et après, la question c'est aussi est-ce que le fantôme peut faire en sorte que Florence croit de nouveau en l'amour alors que du coup c'est un fantôme et si elle tombe amoureuse de lui, elle sait que ça se finira pas bien. Donc comment tu peux croire en l'amour quand on te dit, enfin vous voyez? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai peur de souffrir. Déjà, je vous le dis, parce qu'il y a quand même peu de chances que ça se finisse bien, cette histoire. Mais j'attends de voir. Et surtout, j'ai vu plein de bons retours dessus, donc je suis très impatiente de les découvrir. Je me le garde pour mes vacances. Vu que je pars avec mes parents, mon frère, mes neveux, etc., ça va être un plaisir absolu de leur expliquer pourquoi je chiale sur mon transat à la plage. Ils vont rien comprendre à mon délire, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie que j'ai décidé de mener. En tout cas, trop hâte de le lire, et encore merci Nana. Comme pour Mae, je vous mettrai dans la barre de description tous les liens vers les réseaux sociaux de Nana, parce qu'elle a aussi une chaîne YouTube, et cœur sur vous mes Kevin.
Autre service de presse reçu, il s'agit cette fois-ci d'un livre auto-édité de Nathalie Sommers que j'ai récupéré au salon de Montreuil. J'avais déjà lu des romans de cette autrice il y a un petit moment et j'avais beaucoup aimé, donc quand elle m'a proposé celui-ci, je me suis dit let's go. C'est un roman historique, je vous lis le résumé. André vit au Chambon-sur-Lignon, village du Massif central, où en pleine Seconde Guerre mondiale, la population cache des réfugiés juifs. Un jour, une jeune fille à l'étincelante chevelure rousse arrive dans sa classe. Elle dit s'appeler Simone, mais André devine vite que c'est un faux prénom qui dissimule son origine juive. Dans l'espoir de la voir plus souvent, il décide alors de devenir messager pour un chef local de la résistance, chez qui la jolie nouvelle est logée. On verra ce que ça donne, écoutez, ça a l'air d'être une histoire qui va, je pense, être très très touchante, et c'est apparemment inspiré d'une histoire vraie, puisque c'est marqué d'après l'incroyable histoire vraie d'un village français qui s'opposa à la barbarie nazie. On verra ce que ça donne, moi j'aime bien les romans historiques, j'aime bien aussi quand ça parle de cette période, parce que souvent c'est bouleversant, souvent je chiale, et vous savez que moi, au fond, j'adore ça. Donc un grand merci à l'autrice pour sa confiance, pareil, je vous mettrai dans la barre de description le lien pour vous procurer ce livre si ça vous intéresse. Et enfin, dernier service de presse reçu ce mois-ci que je n'ai pas encore lu mais que je ne vais pas tarder à attaquer. Enfin, je pense que quand vous regarderez cette vidéo, je l'aurai déjà terminé, mais au moment où je tourne la vidéo, c'est la lecture que je vais attaquer. C'était beaucoup trop compliqué cette phrase et en plus tout le monde s'en fout de savoir quand est-ce que je l'ai lu ou on s'en fout en fait. L'important c'est qu'il va apparaître dans mon prochain bilan lecture. Il s'agit bien évidemment du 3e tome de Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins qui est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Lui aussi, je vous en ai parlé, je crois, dans ma vidéo où je parle des livres que j'attends avec le plus d'impatience, puisque je l'attendais avec beaucoup d'impatience, logiquement. C'est le 3e tome, donc je n'ai pas à vous lire le résumé, mais grosso modo, Ceux qui ne peuvent pas mourir, c'est l'histoire de Gabriel qui, dans les années 1800, est une créature un peu spéciale, puisqu'en fait, il ne peut pas mourir. D'où le titre. Il a une force surhumaine, il est insensible à plein de choses et tout et tout. Et du coup, il est engagé, c'est plus compliqué que ça, mais il est membre, on va dire, d'une société secrète qui se charge de s'assurer que le monde surnaturel et le monde des humains normaux n'entrent pas trop en collision. Donc il mène des enquêtes et il s'assure que s'il y a un meurtre à cause d'une créature surnaturelle, eh bien ce soit étouffé et surtout que ça ne se reproduise plus. Grosso modo. Hein. Et du coup, on suit plusieurs de ces enquêtes en même temps qu'on suit les recherches qu'il va faire pour comprendre un peu d'où il vient et les recherches aussi qu'il va faire pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa protégée qui s'appelle Rose et voilà. Encore une fois une conclusion de qualité, mais sachez que là aussi c'est un mélange entre Supernatural pour le côté vraiment créature surnaturelle et enquête et on affronte des monstres etc. Et un côté vraiment époque des années 1890, quelque chose comme ça, qui fait que t'as l'impression d'être projeté en mode Sherlock Holmes, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un mélange entre Sherlock Holmes et Supernatural, et c'est extrêmement efficace. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Celui-ci, je l'attendais depuis un moment, donc je suis très très impatiente de le lire. Voilà, ça c'était donc les livres que j'ai reçus et que je n'ai pas encore lus. Maintenant, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Rappelez-vous, il y en a beaucoup trop. Et on va commencer par les livres que j'ai achetés, mais que j'ai lus directement dans la foulée pour, tu vois, pour me donner un peu bonne conscience par rapport à tous ces achats. Ça ne suffit pas, mais c'est pas grave. Le premier, lui aussi, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Emblème de Ina Ciel. C'est un roman qui est paru aux éditions Naos et que j'ai acheté au salon de Montreuil. C'est pour ça que j'ai eu une sublime dédicace. Ça a été un énorme coup de cœur, du coup je ne regrette pas de l'avoir acheté un petit peu sur un coup de tête à Montreuil. C'est l'histoire de Ereb qui vit reclus dans son manoir familial parce que il lui arrivait un truc assez traumatisant quand il était jeune et depuis il est assailli de visions et de crises d'angoisse à chaque fois qu'il sort. Du coup, il ne sort plus tout simplement. Sauf que vu qu'il ne sort plus et qu'en plus il est passionné de biologie et qu'il a tout un cabinet de curiosité avec des bestioles mortes, hein, je vais dire les choses clairement, il a une réputation un peu étrange dans la haute société de son pays. Et c'est aussi l'histoire de Cécilie qui est une jeune femme qui, elle, rêve de partir à l'exploration d'un autre continent juste à côté du leur qui est en majorité inconnu. Et surtout, elle rêve de faire escale sur l'archipel de la Scientifica, qui est un endroit où les femmes ont une place beaucoup plus importante que dans la société où Cécilie vit. Sauf que pour arriver à la Scientifica et à l'expédition, eh bien, il faut qu'elle fasse partie du cercle des géographes, cercle auquel on ne peut accéder que quand on est noble, et Cécilie n'est pas noble. Du coup, elle doit se marier, et elle choisit de se marier avec Ereb, puisque, elle a un raisonnement un petit peu what the fuck aussi, Cécilie, mais elle se dit, vu qu'il a l'air horrible, je ne risque pas de tomber amoureuse de lui, et vu que je ne serai pas amoureuse de lui, je n'aurai aucun scrupule à vivre mon rêve et à le laisser, à l'abandonner pour partir en expédition, etc. Je vous passe un peu les détails, mais grosso modo, il y a une sorte d'alliance qui se forme entre eux, et du coup, on suit tout ça dans le roman. L'intrigue est extrêmement originale, je ne lui fais pas du tout hommage en la résumant comme ça, mais elle est vraiment top. Et c'est surtout l'ambiance et les personnages qui m'ont conquise, mais dès le début, j'ai senti que ça allait être un coup de cœur. Je l'ai adoré. Je ne vais pas m'appesantir dessus, même si je pourrais en parler pendant
des heures puisque déjà je vous en ai parlé dans mon bilan lecture de 2023 puisque ça fait partie de mes coups de cœur, mais aussi parce que je vous prépare une vidéo spécialement sur ce livre tellement je l'ai kiffé, donc elle sortira je pense d'ici quelques semaines. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté. Autre achat, autre lecture de ce mois-ci, il s'agit du dernier volume de Heartstopper, bien évidemment. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous connaissez la saga, vous savez. Si vous ne connaissez pas la saga, franchement, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper doux, c'est hyper mignon. On a toujours abordé des sujets assez sérieux et assez pesants dans Heartstopper, mais la manière dont c'est fait et la relation des personnages rend toujours l'histoire hyper doudou. Et là, ça n'a pas manqué, c'est exactement la même chose. J'ai adoré. À chaque fois, on les attend pendant trop longtemps et je les lis beaucoup trop vite, mais quel plaisir de les retrouver ces personnages parce que franchement, c'était trop mignon. Je me suis aussi acheté The Fake Out de Stephanie Archer qui est un roman auto-édité, je crois. C'est le deuxième tome dans la série de Vancouver Storm Series. J'avais lu le premier tome qui s'appelait Behind the Net le mois dernier, le mois d'avant, je ne sais plus. Et ça, c'est le tome 2, ça se passe après, mais surtout, ça se passe avec la sœur de la protagoniste féminin du premier tome et avec le meilleur ami du protagoniste masculin du premier tome. Enfin bref, c'est un tome compagnon quoi. On est toujours sur une romance sur fond de hockey avec un petit fake dating comme l'indique le titre, avec beaucoup trop de smut comme d'habitude. Puis là, du smut bien gênant en plus, mais bon, je commence limite à être immunisée en fait. Parce que quand je commence ce genre de livre, je sais qu'il va y avoir du smut, mais en fait, j'arrive pas à me dire que le livre ne me tente pas juste parce que je sais qu'il y aura du smut, parce qu'en fait, j'aime tout ce qu'il y a autour. La tension, la relation entre les personnages et l'ambiance, franchement, elle était ouf. C'est juste que limite, j'aimerais que la tension se termine par un et on couche ensemble, tu vois, une phrase qui dit ça. On n'est pas obligé de détailler pendant 4 pages ce qu'ils font. Franchement, on s'en fout. Enfin, moi, perso, je m'en fous. Après, il y en a qui aiment ça, je respecte. Mais bref, tout ça pour vous dire, trop de smut, mais c'est pas grave, j'ai surkiffé. J'ai l'air d'une psychopathe dit comme ça. Je ne sais même plus si je l'ai précisé, mais c'est un roman en anglais et maintenant, j'attends le 3e tome avec impatience parce que ça va être un petit Friends to Lover et d'après ce qu'on aperçoit dans celui-ci, ça va être même le mec qui est amoureux d'elle depuis des années mais il a rien dit et là il a une opportunité, enfin bref. Je me hype déjà toute seule alors que je crois que l'autrice n'a même pas fini de l'écrire. Vraiment, je pense que ma plus grosse révélation de 2023, ça a été le hockey et les romances sur le hockey. Je sais que c'est la mode en ce moment parce qu'on en a pas mal qui sont traduits en français ou qui sont écrits par des autrices françaises, mais moi, c'est pas juste ouais, c'est sympa et tout, c'est vraiment, c'est une obsession, c'est ma passion, c'est maladif. Je pense qu'il y a un problème là-dedans, mais bon, c'est encore un autre sujet. En tout cas, j'ai kiffé. À Montreuil, je m'étais aussi acheté A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Et je l'avais acheté parce que vous aviez été très nombreux à me dire que même si j'avais pas trop aimé Sing Me Forgotten de la même autrice, eh bien j'allais probablement aimer celui-ci. Et effectivement, j'ai préféré A Forgery of Roses. Par contre, je suis loin du coup de cœur que tout le monde m'avait promis, je suis désolée. C'était une chouette lecture, mais c'était pas non plus transcendant pour moi. C'est effectivement très original, j'ai beaucoup aimé l'univers puisqu'on parle d'une jeune fille qui a le pouvoir en fait de peindre et quand elle peint, attendez je l'explique déjà super mal, en fait son don c'est que ce qu'elle peint devient réalité et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de personnes. C'est-à-dire que si, je dis n'importe quoi, tu as un bouton ici mais que elle te peint sans bouton et qu'elle fait travailler sa magie, hop, ton bouton disparaît. Bien sûr, moi là je vous donne l'exemple d'un bouton, mais dans le livre en fait on la contacte pour carrément ressusciter quelqu'un. Beaucoup plus difficile qu'un bouton, on se l'accorde. Et évidemment ça va partir en cacahuète d'une force incroyable. C'était bien écrit, écoutez, il y avait ce qu'il fallait en rebondissement, en retournement de situation, révélation, secret, trahison, tension et tout ce que vous voulez. Mais je sais pas, il m'a manqué encore un petit quelque chose, je pense que c'était au niveau du rythme, un peu lent, puis un peu rapide, puis relent derrière, je sais pas, relent, mon humour est cassé. Donc c'était sympa, mais sans plus. Sorry, je pense qu'il faut vraiment que je lâche l'affaire, peut-être que c'est le style de cette autrice qui ne me correspond pas, et c'est ok, mais en vrai je comprends pourquoi vous avez été si nombreux à me recommander ce livre et pourquoi vous avez kiffé. Je l'entends, je comprends, juste bah voilà, c'était peut-être pas pour moi. Et enfin, les 2 derniers achats que j'ai faits et que j'ai lus dans la foulée ce mois-ci, il s'agit... Ouais, là je suis faible, mais faible. Il s'agit de Twisted Love et de Twisted Games de Anna Wang, qui sont tous les 2 sortis aux éditions Hugo. Alors, je vous explique. Ces livres me faisaient déjà de l'œil quand ils sont sortis en VO. Et après, au moment où je me suis dit, bon, tu sais quoi, vas-y, laisse-toi tenter, tu vas les lire en VO, Hugo a annoncé qu'ils allaient les traduire en français, donc je me suis dit bah vas-y on va attendre, etc. Quand ils sont sortis, je me suis dit bon bah on va peut-être attendre la sortie poche, et en fait non. J'ai la flemme d'attendre, voilà, c'est dit, c'est fait, je les ai achetés, je les ai lus. Là aussi, beaucoup trop de smut. C'est la première chose que je dirais sur cette série, beaucoup trop de smut, et en plus du smut gênant, mais gênant. Vraiment, il y a des scènes, j'étais en mode mais qui peut trouver ça sexy? Parce que, à la limite, je peux comprendre que certaines scènes de smut, tu te dises ouh, c'est pouf, tu vois. Mais là, non, là c'est non. Ou alors, excusez-moi de le dire, mais il y a un petit souci. Enfin, moi je sais que je dois consulter, mais alors je vous conseille de consulter aussi, hein, pardon, hein, mais... Enfin bref, c'est un autre sujet, on n'est pas là pour s'auto-psychanalyser, mais au-delà du smut, franchement j'ai kiffé.
J'étais la première surprise d'aimer parce que je voyais les red flags, je voyais les trucs où j'aurais dû me dire non, non. Et pourtant j'ai kiffé. Un peu comme avec la série dont je vous ai parlé dans mon bilan lecture 2023, ces choses qu'on cache, ces choses qu'on oublie, je sais plus comment elle s'appelle la série. Je pense que quand je lisais, la féministe en moi, elle a encore lâché l'affaire. Elle a dit ok c'est pareil, on va faire une petite pause, moi je vais aller pioncer, je reviens quand t'as fini ta lecture. Et du coup franchement ça s'est hyper bien passé. Twisted Love, c'est l'histoire de Ava et de Alex. Donc Alex, c'est le meilleur ami du frère d'Ava. Et comme le frère d'Ava part à l'autre bout du monde, eh bien il charge son meilleur ami de surveiller sa petite sœur. Sauf que je pense que c'est pas tout à fait ce qu'il avait en tête. En fait, je pense que ce que j'ai kiffé dans ce livre, et ce qui aurait pu totalement me faire décrocher, mais qui étonnamment l'a fait, c'est que c'est what the fuck aussi. Genre, tu commences par une romance assez mignonne. Bon, le personnage masculin, il est genre hyper sombre, non mais je vais te briser, machin et tout. Bon, ça c'est une chose. Mais ça commence quand même de manière assez classique, assez mignonne. Et puis en fait, très vite, tu te rends compte que y a des trucs, mais what? Il y a des retournements de situation, et en fait, c'est à gogo. Genre, what? Ça va toujours plus loin, c'est toujours plus dans la surenchère de trucs what the fuck. Mais écoutez, moi j'ai été accro jusqu'à la toute dernière page. On est un petit peu dans la même vibe pour le deuxième tome qui se concentre sur une des meilleures amies d'Ava qui s'appelle Bridget. Bridget qui se trouve être une princesse, voilà, c'est déjà là on était sur du what the fuck. Princesse d'une petite principauté en Europe, et donc en fait c'est l'histoire de Bridget et de son garde du corps. Voilà, tout simplement. Je ne rentrerai pas dans les détails, vous avez compris. Là si on exclut le côté principauté, parce que bon bah ça c'est toujours un peu what the fuck, mais il y avait un peu moins de rebondissements en mode mais what? Mais par contre, leur relation un peu cringe, mais très très mignonne malgré tout. Je sais que c'est paradoxal dit comme ça. Mais pareil, j'ai kiffé et du coup j'attends avec impatience le troisième tome, même si il paraît que c'est le moins bien de toute la saga. J'attends de voir. En tout cas, bah ouais. Je suis la première surprise de vous le dire, mais j'ai kiffé. Et tout ça, pour finir, eh bien écoutez, c'est des livres que j'ai achetés de manière totalement impulsive et que je n'ai pas encore lu. Donc je vais vous les présenter, ne me jugez pas trop fort. Bon, en vrai, celui-ci, je pense pas que vous allez me juger parce que vous auriez fait pareil à ma place. Il s'agit de Runborn de Ariel Holtz qui sort aux éditions Gulfstream et qui sort en genre mars, je crois. Or, moi, je l'ai acheté à Montreuil, donc début décembre. Genre, j'ai eu une exclusivité de dingos. Alors, pas que moi, hein, il était en vente à Montreuil, donc on a été nombreux à pouvoir l'acheter. Mais j'ai pas pu résister en fait parce que je me suis dit, de toute façon, tu vas l'acheter à sa sortie. Ne fais pas genre Marie, tu vas l'acheter à sa sortie. Autant l'acheter à Montreuil pour que ça te fasse, tu vois, un joli souvenir et que je puisse le lire en avant-première. Donc je pense que je le lirai courant février pour être un peu plus proche de la sortie, mais quand même l'avoir un petit peu avant. Et j'ai totalement été séduite par le résumé, puisque je vais vous le lire, hein, on va pas faire semblant. Mais je crois que je vous en ai parlé aussi, non, dans les sorties qui me tentent. Très redondante cette vidéo par rapport aux autres, hein. C'est pas ouf, Marie, hein. Donc, c'est l'histoire de Tyr qui est né marqué d'une rune et qui est donc un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est comme ses amis, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteurs des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Ça m'envoie des petites vibes à la Percy Jackson, je ne vais pas vous le cacher, avec un mélange bien évidemment de Magnus Chase pour le côté nordique, enfin mythologie nordique. J'ai déjà lu des romans de cet auteur que j'ai beaucoup aimé, le livre est sublime. La couverture déjà, mais même l'intérieur, tu sens qu'il y a eu un travail de dingo, un travail de fou quoi. Voilà, c'est pour vous montrer que quelques pages, mais franchement, j'adore. Donc trop hâte de le lire et je ne regrette pas cet achat, même si à 23 balles, mon banquier lui a dû se dire bon, super, on commence bien. Pour rappel, Montreuil c'était tout début décembre. J'avais déjà acheté beaucoup trop de livres et j'ai continué, je me suis enfoncée. Je me suis enfoncée en achetant La guerre du Aîné qui était dans ma cachette au travail depuis un long moment parce que dès qu'il est sorti, il m'a fait de l'œil. En fait, je le voulais déjà quand il était en VO. Et après, pareil, j'ai vu qu'il sortit en VF, donc je me suis dit, on va attendre la VF. Et quand il est sorti, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On l'achète pas? Bon, au final, je l'ai acheté de toute évidence. C'est l'histoire de Nishat, je ne sais pas comment on dit, qui ne veut plus cacher son homosexualité à ses proches, mais la réaction de ses parents la terrifie. La situation se complique encore plus lorsqu'une amie d'enfance refait surface. Flavia est drôle, talentueuse et charismatique, et Nishat tombe rapidement sous son charme. Pour leur examen de fin d'année, les élèves de la classe de Nisha doivent créer une mini-entreprise, et cette dernière décide de montrer ses talents de tatoueuse au henné. Or, Flavia a la même idée alors que le henné ne fait pas partie de sa culture. Nishat est partagée entre de fortes émotions, sa colère face à l'appropriation de la culture bengali par Flavia, son béguin pour cette
celle-ci qui occupe tout son esprit et sa tristesse causée par la réaction de ses parents à son coming out. Petit à petit, elle se rend compte qu'elle va devoir choisir entre son identité et sa famille. J'ai vu d'excellents retours sur ce titre sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Ça a l'air d'être très touchant, mais en même temps très chou. Je sais pas si je vais pleurer, parce que quand même ça a l'air un peu triste. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu, mais en tout cas, voilà, j'ai craqué parce que la couverture est très jolie. Et voilà, j'ai pas forcément d'autres arguments. Ça avait l'air bien, la couverture est jolie, je me suis dit allons-y. Vraiment, j'espère que mon banquier regarde pas ces vidéos, parce que sinon il doit se dire mais elle va me tuer avec ses arguments de merde. Et là, c'est pas que je peux pas l'expliquer, parce qu'en vrai je peux l'expliquer, mais je suis pas sûre que ce soit des très bonnes explications. Voilà, je me suis commandé 5 livres en anglais. C'est comme ça, c'est la vie, hein. On craque, on craque. D'abord au travail, on a reçu ces 2 livres-là qui me faisaient de l'œil. Alors celui-ci a été traduit en français aux éditions Inis, je crois. Ça s'appelle Legend and Latte de Travis Baldree. Et c'est, je pense, un cozy fantasy, je sais pas si c'est vraiment ça le titre, mais en gros c'est l'histoire d'une orque qui a fait des quêtes et a tué des gens depuis des années et des années, et elle décide de tout mettre de côté et d'ouvrir son coffee shop. Voilà, donc elle va arrêter de massacrer des gens pour faire des cafés. Et en gros c'est marqué que pour réaliser son nouveau rêve, elle va avoir besoin d'aide et qu'elle va rencontrer plein de gens et que ça va devenir quelque chose de bien plus important et de bien plus conséquent que ce qu'elle avait pu imaginer. Franchement, j'ai pas cherché beaucoup plus loin. À Montreuil, Nana et Maë se sont acheté la version française et j'avoue que ça me tentait trop. Et quand j'ai vu qu'on l'avait reçu en anglais au travail, je me suis dit bah allons-y. Pareil, j'espère le lire très prochainement, probablement en février. Mais bon, ça aussi, c'est une information dont tout le monde se fout, puisque si je l'ai lu, vous le verrez dans mon bilan lecture, et si je ne l'ai pas lu, vous aurez oublié que j'avais dit que je devais le lire. On avait aussi reçu Emily Wilde's Encyclopédie of Fairies de Heather Fawcett, qui là aussi est en anglais, mais qui va sortir le 1er février aux éditions de Saxus, qui sera donc traduit chez de Saxus. Lui aussi, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des sorties que j'attends avec trop d'impatience, parce que ça a l'air vraiment chouette. Lui aussi, je vais le lire pendant mes vacances, donc normalement, il arrivera dans mon prochain bilan lecture. Mais c'est l'histoire de Emily Wilde qui est très douée quand il s'agit de faire justement une encyclopédie sur les différents types de féeries et leur culture, etc. Mais elle est très nulle pour sociabiliser. Et c'est pour ça que quand elle arrive dans un nouveau village pour continuer ses études, elle a pas du tout envie de parler aux gens et elle a encore moins envie de parler à Wendell Bumblebee, je ne sais pas comment on dit, qui se trouve être son rival. Sauf que, apparemment, il se passe des trucs qui font qu'ils sont obligés de collaborer. Ah non, c'est pas marqué ça, attendez, je suis en train de réécrire l'histoire là. C'est marqué que elle essaie de révéler les secrets des Fairies, mais qu'elle se retrouve à vouloir aussi révéler un autre mystère qui est Wendell. Et qu'est-ce qu'il veut vraiment? Et pour trouver la réponse, elle va devoir débloquer le plus grand des trésors. Non, attendez. Et pour trouver la réponse, elle va devoir débloquer le plus grand de tous les mystères, celui de son propre cœur. Toum. Voilà. En plus, il y a un petit avis de Sangu Mandana, qui est l'autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Gros coup de cœur, vous le savez. Si c'est à peu près dans la même vibe, je vais kiffer, donc trop hâte de le lire. Encore une fois, je ne regarde pas mon achat. Voilà. Et les 3 derniers, écoutez, j'ai fait une petite commande, voilà, c'est comme ça. Le premier, c'est Mr. Wrong Number de Lynn Painter, qui est aussi en anglais. Enfin, les 3, en fait, ils sont tous en anglais là, donc je vais arrêter de répéter que c'est en anglais. Mais celui-ci, c'est une histoire, je pense, un peu de quiproquo, parce que d'après ce que j'ai compris, j'aime bien quand je vous dis ça, d'après ce que j'ai compris, parce qu'on dirait que je comprends rien à ce que je lis. Mais en fait, je comprends les résumés que je lis, hein. C'est juste qu'entre temps, je les ai un peu oubliés, puisque j'ai acheté 14 livres ce mois-ci, je vous le rappelle, donc les résumés sont un petit peu blurry dans mon esprit, un petit peu flou. Faut arrêter de faire genre je suis bilingue. En gros, c'est l'histoire de Olivia qui reçoit un message d'une personne inconnue sur son téléphone. Et en fait, ils vont commencer à échanger comme ça, faire des petits allers-retours. Petite relation un peu épistolaire avec beaucoup de mystères, parce que du coup, qui est à l'autre bout du fil, elle ne sait pas. Sauf que nous, on sait qu'à l'autre bout du fil, c'est Colin qui est le roommate, le colocataire, mais vraiment faut que j'arrête de faire ça parce qu'on dirait que je me la pète alors que pas du tout. C'est le colocataire du grand frère d'Olivia. Et du coup, il a toujours vu Olivia comme la petite sœur un peu agaçante, sauf que là, lui, il va se rendre compte que c'est avec elle qu'il échange par SMS et il va se dire, en fait, Olivia, je pense que je peux l'apprécier. Voilà, c'est tout. Je me suis dit, écoutez, moi j'aime bien quand il y a des histoires avec les grands frères et petites relations un peu interdites, un peu compliquées. J'avais bien aimé l'autre roman de cette autrice que j'ai lu, enfin j'avais bien aimé, ça avait été un coup de cœur, ça s'appelait Better Than the Movies je crois, c'était un roman young adulte alors que là c'est pas du young adulte donc j'espère qu'il y aura pas trop de smut, mais je pense que du coup la relation va avoir encore plus de tension
et j'ai hâte de voir ça. Pareil, en fait, j'ai une raison pour avoir commandé ces livres aussi, c'est parce que je me dis, je pars 3 semaines en vacances, vous connaissez mon rythme de lecture, déjà quand je travaille je lis beaucoup, donc en vacances je vais lire beaucoup aussi normalement. Même si je vais évidemment passer du temps avec ma famille et qu'on va visiter, etc., je devrais quand même lire pas mal. Du coup je me suis dit que prendre des livres en anglais, c'était s'assurer que je pourrais en prendre un peu moins parce que je mets un peu plus de temps pour les lire, je sais pas, j'avais mon propre raisonnement, donc je me suis dit que ça justifiait ce craquage de livres en anglais, donc lui aussi je vais le lire pendant mes vacances. Chaque fois que j'essaie de me justifier, je trouve que c'est encore pire. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu un gros coup de cœur pour Tilly in Technicolor de Maisie Edings, et du coup, logiquement, je me suis pris un autre roman de cette autrice. Je ne le répète pas parce que je l'ai répété beaucoup trop de fois, mais rappelez-vous qu'ils sont quand même en anglais, ces livres. Là, c'est l'histoire de Indira qui a tout ce qu'il faut. Un taf vraiment cool, un petit ami vraiment cool, une voiture. C'est marqué comme ça, genre elle les met sur le même niveau, le petit ami et la voiture. Et c'est marqué du coup, qu'est-ce qu'elle pourrait demander de plus? Eh bien, elle pourrait demander à ne pas trouver son petit ami au lit avec une autre femme, par exemple. De l'autre côté, on a Jude qui est son ennemi d'enfance apparemment et qui a passé son temps à voyager et qui du coup revient à la vie un petit peu normale et a beaucoup de mal à se réajuster, à se réadapter plutôt. Et là, il se trouve qu'ils doivent participer à un mariage qui a l'air très extravagant et qui va durer apparemment 4 piges, où les pauvres sont forcés de croiser leur ex tous les jours. Et du coup, pour rendre la situation moins gênante avec leurs ex et montrer qu'ils sont passés à autre chose et qu'ils ont les pieds sur terre, tout ça, eh bien, logiquement, parce que c'est la première chose qui passe à l'esprit des gens dans ce genre de situation, ils vont faire semblant de sortir ensemble. Et bien évidemment, comme c'est un fake dating, on sait tous comment ça va finir. Mais écoutez, moi, j'adore les fake dating, et si en plus c'est à moitié aussi bien que Tilly in Technicolor, je vais kiffer. Donc pareil, c'est parti, tu pars en vacances avec moi. Je vous ai dit que ça s'appelait The Plus One? Je ne crois pas, mais The Plus One part en vacances avec moi. Le petit chanceux. Et le dernier que je me suis acheté au mois de décembre, c'est aussi un roman en anglais, je l'ai dit 14 fois. Ça s'appelle Consider Me de Becca Mack et c'est une romance avec un hockeyeur. J'ai des gros soucis. C'est l'histoire de Carter Beckett qui est le meilleur joueur de la NHL, carrément. Et c'est marqué à la fois sur la glace, mais aussi en dehors de la glace. C'est-à-dire que c'est un bon joueur, mais c'est aussi un bon joueur avec les meufs. De l'autre côté, on a Olivia Parker qui a l'habitude des joueurs de hockey, puisque sa meilleure amie sort avec un joueur de hockey. Mais elle n'a pas du tout envie de sortir avec un joueur de hockey, parce que même s'ils sont super hot, elle sait un petit peu comment ils fonctionnent. Sauf que Carter va voir Olivia, il va décider que c'est la femme de sa vie et apparemment, il n'arrivera plus à l'oublier. Et du coup, il va tout faire pour la séduire. J'attends de voir comment c'est traité parce que ça peut très vite devenir un peu cringe cette histoire. Genre, s'il veut pas lâcher l'affaire, c'est border. Mais écoutez, je me dis, ok. Ok, le sport, pas ok. C'est vrai que ça porte à confusion, je vais reformuler. Je me suis dit, c'est sur des joueurs de hockey, c'est une romance, tout le monde l'encense sur les réseaux sociaux, c'est une nouvelle couverture parce que celle d'avant, je l'aimais pas du tout. Elle est écoutée plutôt mignonne, enfin c'est classique, mais pourquoi pas. Donc je me suis dit, allons-y. Sachant que c'est, je crois, le premier tome. Attendez, peut-être que je rêve. Alors je sais pas si c'est vraiment le premier tome, mais en tout cas... Ah ouais, non mais en fait ça commence direct par une scène de cul. Mais c'est pas possible. Bon, en même temps, il fallait un peu s'y attendre. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est vraiment un premier tome, mais il y a d'autres livres de l'autrice qui s'appellent Unravel Me et Play With Me. Et je me dis que comme les titres sont assez similaires, peut-être que c'est tome compagnon, je ne sais pas. Celui-ci, en tout cas, on m'a dit que c'était celui par lequel il fallait commencer. Donc je vais commencer par lui. En plus, il y a une petite phrase de Anna Grace qui est celle qui a écrit Icebreaker. Donc moi, je me dis gage de qualité. Enfin, si vous avez aimé Icebreaker, moi c'est mon cas, donc gage de qualité. Et je vous le donne dans le mille, celui-ci part aussi en vacances avec moi. Si vous vous posez la question, parce que là ça fait quand même 14 fois que je le dis, oui, j'aurai plus de livres que de fringues dans ma valise. Oui, ça risque d'être un peu compliqué, parce que 3 semaines c'est quand même beaucoup, mais écoutez, on fera avec. On se débrouillera, au pire je pars dans un endroit où il fait chaud, donc je laverai mon linge tous les soirs et je le ferai sécher. Et puis voilà, on fera un petit roulement comme ça. C'est hors de question que je parte avec trop peu de livres et que je me retrouve sans lecture en cours. Même si en réalité ça c'est pas possible parce que en plus de tous les livres papier que je vais prendre, je vais aussi prendre ma liseuse bien évidemment. Mais voilà, c'est une angoisse pour moi. Vraiment, il y a des gens qui vont se moquer de moi quand je vais dire ça parce que je sais qu'il y a des angoisses beaucoup plus graves. Mais imaginez que je puisse me retrouver quelque part sans livre à lire, ça vraiment, je vous jure, ça me met pas bien. Là aussi, si je voyais un psy, il y aurait quelque chose à trouver et à psychanalyser, je pense. Mais bref, je vais donc prendre beaucoup trop de livres pour partir en vacances et on verra ce que ça donne. Écoutez. De toute façon, j'ai le droit, j'ai une valise en soute et j'ai le droit à un poids et les livres en anglais, ils sont hyper légers. Donc voilà. Bref, nous avons fini. Je vous ai donc montré tout ce que j'ai lu ou acheté ou reçu
ou lu, non je l'ai déjà dit. J'ai fait un bilan du mois de décembre 2023. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude, à me dire aussi ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, si certains des livres dont j'ai parlé vous tentent, ou si vous les avez lus aussi, et ce que vous en avez pensé. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre un petit emoji avec un avion. Je sais que ça fait pas comme ça les avions, mais imaginez. Un avion parce que du coup, je pars en vacances. Je poste cette vidéo la veille de partir en vacances et je suis hyper excitée. Bon là je tourne cette vidéo bien avant de partir en vacances, mais je suis hyper excitée parce que j'ai besoin de ces vacances les gars. Et j'en ai tellement besoin que du coup, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. En gros, je pars 3 semaines, donc pendant 3 semaines, je ne serai pas chez moi, mais j'ai prévu, j'ai anticipé de créer du contenu pour pouvoir poster à la fois sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Donc il n'y aura pas 3 semaines sans vidéo YouTube, mais au moins une, parce que j'avais besoin de cette coupure, parce que malheureusement le début d'année a été aussi très chargé et j'ai pas eu le temps en fait d'anticiper autant que je le voulais et de créer suffisamment de contenu en 2 semaines pour tenir 3 semaines. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, on s'en fout. Tout ça pour dire que cette vidéo est la dernière avant un petit moment. Enfin avant une semaine, je pense que ça va, vous allez survivre, sans mes bêtises et mes blabla. Donc vendredi prochain, pas de vidéo, mais je vous retrouve vendredi d'après pour une vidéo que vous verrez pendant que moi je suis toujours en vacances, mais que j'ai enregistrée avant mes vacances. Big brain. Tout ça pour dire, mettez un emoji avion pour symboliser le fait que je m'envole en vacances. Avec tous mes livres. Comment je vais me faire juger quand je vais ouvrir ma valise? Même à la douane, s'ils ouvrent ma valise, ils vont se dire mais elle est folle elle. Mais bref, c'est pas grave. Petit emoji avion. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à activer les notifications, à liker les vidéos, ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais du coup à dans 2 semaines. Et j'espère que la vidéo vous a plu, je sais que je l'ai déjà dit, je radote, j'arrête de parler. Je vous fais des bisous. Bye!